Bonjour, le 7-8, l'actu sur TV Fil en ce 15 novembre débute. L'essentiel de l'information locale et voici les principaux titres que nous allons développer. À Plaisir, les fidèles de l'église Saint-Pierre vont découvrir un site totalement rénové. L'inauguration aura lieu samedi en présence de l'évêque Monseigneur Aumonier. Les comptes de l'université de Versailles-Saint-Quentin dans le rouge, l'établissement au bord de la cessation de paiement. Le syndicat UNEF vient de tenir une réunion d'information pour les étudiants hier soir. La collecte nationale du Secours catholique s'ouvre, une opération annuelle qui met l'accent cette année sur l'emploi des personnes en situation précaire. François Paget, délégué départemental du Secours catholique dans les Yvelines, sera sur ce plateau dans quelques instants. L'image du jour, c'est un arbre. Cet arbre, premier arbre symbole du chantier de l'Estaca, l'école d'ingénieurs, qui a choisi de s'implanter à Montigny-le-Bretonneux. Vous allez le voir en image dans un instant. Voilà ensuite à quoi ressemblera, j'espère qu'on va voir les images que vous puissiez suivre, l'inauguration de l'Estaca. Ce bâtiment qui fera 10 000 mètres carrés, qui permettra à la rentrée 2015 d'accueillir dans un premier temps 1100 étudiants. Le voilà donc cet arbre qui est symbole de ce chantier. L'établissement qui a ensuite été présenté, cette école l'Estaca forme aux 4 filières du transport aéronautique, automobile, spatial et ferroviaire. L'école qui quitte ses locaux de Levallois-Perret pour venir à Saint-Quentin en Yvelines. Un choix logique selon la directrice générale Pascale Ribon que l'on devrait à présent pouvoir écouter. On a fait le choix de s'installer sur ce territoire à la fois parce qu'on y avait beaucoup de partenaires, des partenaires industriels, beaucoup de centres de R&D dans le domaine des transports, automobiles bien sûr, aéronautiques, des sociétés d'ingénierie. Et puis on y avait aussi des partenaires académiques de longue date, je pense en particulier à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est un territoire sur lequel aussi on a rencontré un fort dynamisme et un vrai soutien de la part des collectivités territoriales. C'était une volonté stratégique de la part du conseil d'administration de l'Estaca de s'implanter sur le territoire de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Parce que voilà, c'est la thématique du développement de ce grand campus correspond tout à fait à la fois à notre positionnement et à notre volonté de développement. Et on avait aussi là encore un certain nombre de partenaires dans ce projet. Présentation de cette grande école qui s'est déroulée donc ce vendredi matin. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est mal en point. Son président, Jean-Luc Vessière, a envoyé à l'ensemble du personnel un courrier pour expliquer qu'il manquait 4 millions d'euros à l'université sur les 19 nécessaires pour boucler le budget jusqu'au 31 décembre. L'État aurait bien consenti une rallonge en demandant en échange la suspension immédiate par l'université du règlement de ses factures. Cela s'appelle une cessation de paiement. En cause des embauches trop nombreuses, des investissements immobiliers qui coûtent très cher. Le syndicat UNEF a tenu ce jeudi soir une réunion à destination des étudiants pour les informer et tenter de proposer des solutions tout en portant un regard assez critique sur les choix de la direction ces dernières années. Ce déficit, elle a des conséquences directes sur les conditions d'études des étudiants, puisque on peut faire plusieurs constats à l'heure actuelle. C'est la dégradation de nos conditions d'études, notamment il y a plusieurs options dans certaines filières qui ont été supprimées, des heures de cours également qui ont été supprimées. On parle également de la suppression d'une filière entière, la filière de STAPS. Donc concrètement, ce déficit a des conséquences directes sur nos conditions d'études et sur la réussite des étudiants, quoi. Le but de cette assemblée générale, c'est d'abord d'avoir un débat entre étudiants sur comment les étudiants vivent, quel est leur ressenti sur leurs conditions d'études, etc. Récolter éventuellement des témoignages supplémentaires puisque l'UNEF ne peut pas être partout. Donc si on ne reste pas en contact avec les étudiants, on ne peut pas avoir une évaluation claire de la situation. Samedi 16 novembre sera officiellement inaugurée l'église Saint-Pierre de Plaisir. C'est en réalité la fin d'un chantier de rénovation débuté il y a 19 mois. Des Plaisirois ont déjà pu découvrir l'édifice en avant-première. Catherine Zulato et Yves Unstenberger étaient présents. Ricardo Giordano a le sourire et les yeux rivés vers la voûte de l'église Saint-Pierre de Plaisir. L'architecte scrute chaque détail. Il a suivi la rénovation de cet édifice du XIIIe siècle depuis le début du chantier il y a 19 mois et il se souvient de sa première visite. Nous avons trouvé un édifice sombre qui était très bouleversé par son histoire récente, qui était notamment celle d'un problème structurel très important de ses parties les plus hautes et les plus lourdes, notamment son clocher et toutes les structures donc, qui se trouvaient sous ce clocher, et qui faisait qu'il était étayé, donc il était complètement encombré par les étais. Des étais posés depuis une vingtaine d'années. Une partie de l'église était fermée au public, un autel provisoire posé sur un podium.
Si on voulait la rendre à son public, il fallait bien qu'elle soit tout d'abord consolidée dans ses parties les plus lourdes. Et puis ensuite, on a consolidé toutes les maçonneries, notamment qui avaient été affaiblies par ces problèmes structuraux. Et on a travaillé ensuite un peu plus finement, si vous voulez, sur la restauration des décors, du mobilier intérieur qui avait complètement disparu. Et parmi ce mobilier, un coffre caché dans la sacristie, mais il était vide. Les architectes ont aussi été attirés par la qualité polychromique. Je suis absolument étonné de ce qu'ils sont arrivés à faire, parce que c'est formidable d'arriver à le travail qu'il y a derrière tout cela, le travail historique qu'il y a tout ça. On retrouve quand même l'âme de l'église. Une âme dont peut témoigner Joël Regnault, l'ancien maire. Dans cette église, il a été baptisé et y a fait ses communions. Je crois que l'émotion ne m'a pas quitté depuis que les travaux ont commencé. J'ai du mal à chaque fois que je viens de retenir ne serait-ce que des larmes, pourquoi pas le dire. À ce point-là ? Ah oui, c'est vrai. La rénovation a coûté 5,5 millions d'euros, financée en grande partie par la ville avec des soutiens du Conseil général, régional et des paroissiens eux-mêmes. Nous avons eu plus de 313 donateurs, donc c'est quand même, je dirais, un engouement général. On a pu constater que c'était une attente. Une attente aujourd'hui terminée. Des journées portes ouvertes ont lieu ce dimanche après-midi. Un concert est organisé samedi 23 novembre et la façade sera illuminée jusqu'au 15 janvier. Et je reçois à présent, pour continuer cette édition, François Paget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental du Secours catholique des Yvelines. 16-17 novembre, collecte nationale annuelle, c'est un moment important. Toutes les actions que vous allez mener vont dépendre un petit peu des recettes, de l'argent que vous allez réussir à collecter pendant cette période. Exactement. Une grosse partie de nos recettes vient en fin d'année, comme beaucoup d'ailleurs dans le monde associatif, qui dépend de dons des privés. Mais effectivement, c'est une grosse période pour nous. Alors comment va se dérouler cette collecte sur le terrain tout au long du week-end ? Ah, très bien, elle va très bien se dérouler. Vous êtes déjà prêts ? On a déjà commencé, oui. En fait, donc, le Secours catholique dans les Yvelines, c'est 70 équipes différentes. Donc chacune va organiser finalement sa collecte à sa manière, mais il y aura des activités très différentes, que ce soit des distributions d'enveloppes dans les gares, que ce soit à la sortie des Eucharisties, ou alors des présences sur le marché, ou du quêtage sur la voie publique avec des troncs, enfin des activités très variées. L'essentiel pour nous, c'est de faire un événement à la fois de collecte financière, de présence finalement, d'être vu, et puis aussi un moment de convivialité pour permettre à la fois à nos bénévoles, et nos accueillis, les salariés, tous ensemble, d'être sur le terrain en mission pendant quelques jours. Et donc c'est aussi un moment où finalement on est ensemble. Ces actions ensuite que vous allez pouvoir mener, quelles sont-elles ? Quelles sont les actions principales menées ? La principale action finalement que l'on mène, c'est de permettre des accueils de convivialité aux personnes en difficulté. La précarité se développe en France. 94% des personnes que nous recevons sont sous le seuil de pauvreté. Donc on est bien avec les tranches de population qui sont en grande difficulté. Leur permettre d'avoir un café, d'avoir un lieu d'espace pour pouvoir avoir un moment de convivialité, discuter, être reçu, être accueilli, et puis être soutenu, qui financièrement, qui avec une aide alimentaire ou un vestiaire. Mais l'action finalement la plus symbolique, c'est le lieu d'accueil, le lieu de convivialité. La collecte chaque année permet de récolter combien d'argent ? Alors, beaucoup d'argent au niveau national. Nous, sur les Yvelines, on va récolter en fait un ensemble de dons autour de 3 millions d'euros, quelles que soient les formes de dons. Sur le département. Sur le département. Et l'essentiel de cet argent n'est pas dépensé sur le département. L'essentiel va être reversé à la caisse commune pour soutenir des départements qui sont plus en difficulté. Même si les Yvelines sont un département riche de France, il y a des pauvretés, et donc nous avons besoin de dépenser aussi un peu d'argent ici. Mais l'essentiel va être reversé. C'est ensuite ciblé en fonction des besoins sur l'ensemble du territoire français. Du territoire français et même de la solidarité internationale. 60% des dons qui sont collectés dans les Yvelines vont repartir à la caisse commune pour aider qui la Seine-Saint-Denis, qui la Guyane ou à des actions à l'international. La crise économique, les difficultés financières, elles sont bien présentes. C'est une réalité aujourd'hui pour bon nombre d'entre nous. Nous avons voulu savoir si la crise aujourd'hui vous empêchait de donner aux associations, si vous donniez moins. Vos réponses ? Non, ça a évidemment une influence dans la mesure où on a de moins en moins de liquidités et de moins en moins d'argent, de plus en plus d'impôts. Je pense pas parce que quand il se passe des choses comme le typhon, même si on peut rien faire à notre niveau ici, le seul moyen c'est de l'envoyer de l'argent pour qu'ils puissent manger et boire. On se sent impliqué, donc crise ou pas crise.
Je pense que oui, malheureusement, on n'a pas forcément les sous, même si on sait que on a des réductions d'impôts. C'est vrai que ça fait quand même des sous en moins, notamment pour les enfants, pour Noël aussi. Donc voilà, on pense. Malheureusement, on est obligé de penser un petit peu à soi avant les autres, et c'est bien dommage. Bien sûr, c'est évident. Et pourquoi alors? Parce que nous-mêmes, on fait attention aux achats que l'on fait, parce que c'est vrai qu'on est écrasé de plus en plus. Non, je donne toujours à toutes les associations. Très peu, mais je donne. C'est la crise pour les autres aussi, hein. Ça vous inquiète cette année, avec les difficultés financières, toutes ces hausses aussi d'impôts que subissent tous les ménages? Est-ce que les dons seront moins nombreux? Alors ça, nous verrons après coup, mais ce que l'on voit en tout cas, c'est que l'envie de soutenir et l'envie d'aider les autres reste très présente dans la population française. Effectivement, comme l'ont dit plusieurs de vos interlocuteurs, la crise est là, il y a des situations compliquées financièrement, des solidarités familiales, les anciens qui doivent aider les plus jeunes. Ça, c'est vrai, c'est réel, mais nous voyons quand même que les dons continuent. Alors effectivement, peut-être on verra les fruits au global, mais en tout cas, des fruits peut-être parfois plus faibles pour chaque don, mais le nombre de donateurs pour l'instant n'a pas l'air de fléchir. L'action que nous faisons au quotidien, c'est notre meilleure manière d'être présent et d'être connu, et du coup, effectivement, d'espérer, puisqu'on saura les chiffres qu'après le 31 décembre, mais effectivement d'espérer que cette baisse sera le plus faible possible. En marge de cette collecte, le Secours catholique qui s'interroge chaque année sur les difficultés rencontrées par les personnes que vous accompagnez. Et cette année, plus particulièrement sur le lien à l'emploi de ces personnes accompagnées. Vous invitez les pouvoirs publics à se mobiliser contre la montée de la précarité. Quel est un petit peu l'état des lieux, la situation actuellement pour les personnes que vous suivez au quotidien? Alors, la grosse majorité des personnes, quasiment 80% des personnes que nous recevons sont en recherche d'emploi, ne sont pas dans l'emploi, et même ces petits 20% qui sont dans l'emploi, un tiers encore va être en temps partiel. Ça veut dire que vraiment l'essentiel des personnes que nous rencontrons ne sont pas en situation d'emploi à temps plein, de manière à pouvoir vivre de leur emploi. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est très préoccupante pour nous, avec une montée de couples avec enfants dans les accueils, et une difficulté finalement à constater que la situation par rapport à l'emploi se sclérose, s'installe. En fait, la proportion de personnes qui sont au chômage depuis moins de 6 mois s'est réduite. Elle était de 40% il y a 10 ans, aujourd'hui plus que 30%. Ça veut dire que le chômage de longue durée, indemnisé ou pas, mais le chômage de longue durée s'installe, et finalement, il y a une forme de sclérose. Et cela touche tout le monde, toutes les tranches d'âge aussi? Cela touche tout le monde, toutes les tranches d'âge. Le chômage des jeunes augmente. Oui, parce que ce chiffre national, c'est 77% des jeunes chômeurs que vous accueillez ne sont pas indemnisés. Oui. Oui, c'est le réel. L'indemnisation n'est pas égale forcément à avoir travaillé avant. L'indemnisation, elle peut être, ou la non-indemnisation peut être aussi le fruit d'accidents du travail ou de difficultés médicales. Elle peut être, pour une femme, après sa période d'avoir élevé des enfants, l'envie de revenir vers le travail et ne pas avoir accès. Donc il y a effectivement de nombreuses causes à la non-indemnisation des personnes, mais effectivement, cette dimension... Alors, c'est vrai que nous recevons des personnes qui sont très pauvres ou très éloignées de l'emploi. C'est très différent d'une personne qui est un cadre, qui se trouve dans une période de sa vie en difficulté d'emploi. Il n'est pas très loin de l'emploi. Les personnes qui sont en situation d'être désocialisées ou d'être... Au fur et à mesure des années, vous avez constaté une difficulté accrue, justement. Ces personnes n'arrivent pas à se remettre dans le circuit de l'emploi. Oui, elles ont envie et pourtant, elles n'y arrivent pas. Et en fait, ce que nous constatons, c'est qu'il y a à retrouver la confiance en soi, retrouver j'ai de la valeur, je peux contribuer, pour que du coup... Et c'est aussi le travail que vous menez au quotidien exactement, avec le Secours catholique. Juste un dernier mot concernant les Philippines. Les dons de ce week-end vont servir justement à aider les victimes du typhon? Alors, une partie des dons servira pour aider les victimes du typhon, oui, tout à fait. Les équipes de Caritas Philippines sont déjà sur le terrain, puisqu'elles sont là. Et donc, le Secours catholique, faisant partie du réseau Caritas, est déjà actif depuis le début
sur le terrain. Merci d'être venu sur ce plateau nous Mais parler de merci. votre action et de cette collecte. Merci N'oubliez à vous. pas la collecte tout au long du week-end du Secours catholique. Merci. Cette semaine a encore été marquée par une forte contestation sociale. Les policiers étaient dans la rue mercredi avec pour mot d'ordre poulet mais pas pigeon. Des Yvelinois étaient dans le cortège des manifestants qui a défilé devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le budget 2014 en baisse depuis 4 ans et le manque de moyens. Ils protestaient également contre la plateforme de l'IGPN qui va permettre à des citoyens de dénoncer des comportements de policiers. Nous sommes les premiers fonctionnaires d'État à subir de plein fouet cette baisse de rémunération, alors que tous les élus nous disent partout qu'on est les remparts de la République, et notamment les derniers remparts de la République. Ce sont des restrictions budgétaires qui font qu'aujourd'hui, dans les services, on a des problèmes pour renouveler le parc automobile ou tout simplement pour acheter des ramettes de papier à la fin de l'année, ce qui est absolument dramatique. Jeudi, les enseignants aussi étaient en grève. Une grève contre les nouveaux rythmes scolaires qui doivent s'appliquer à la rentrée prochaine pour l'ensemble des établissements. Mobilisation suivie et relayée aussi par l'opposition UMP. Dans les Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt. Valérie Pécresse, conseillère régionale Île-de-France, mène la fronde. Le maire d'Elancourt qui annonce par ailleurs qu'il n'appliquera pas, quoi qu'il advienne, la réforme dans sa ville. Eux aussi sont en colère, ce sont les usagers des centres équestres. La TVA doit passer prochainement de 7 à 20%, une obligation européenne. La France a déjà été condamnée par la Cour de justice de l'Union. Seulement depuis l'annonce de cette hausse de TVA, la mobilisation ne cesse de prendre de l'ampleur. Yolène Torres. Catherine gère le haras de Gazeran depuis 26 ans. Sur les 5 salariés qu'elle emploie, elle envisage peut-être de supprimer un poste à cause de la future taxe. Moi, je vais perdre des clients, voilà, qui ne pourront pas suivre. Voilà. Et puis après, devoir licencier, parce que si on a moins de chiffre d'affaires, moins de rentrées, on ne pourra pas garder tout le personnel. Le GHN dont je fais partie a estimé qu'il y aurait à peu près 6000 postes en France qui vont être supprimés à cause de cette augmentation de TVA. Les petites structures qui étaient déjà affaiblies un petit peu avec la crise risquent de ne pas s'en remettre. Ah oui, ça c'est certain. Les centres équestres ont déjà connu des remous concernant leur TVA, mais celle annoncée pour l'année prochaine est de loin la plus menaçante pour eux. Selon la Fédération nationale du cheval, 2000 entreprises seraient en péril. En 2004, la filière équestre bénéficiait d'une TVA réduite à 5,5%. À l'époque, l'objectif était de promouvoir l'équitation. Il y a 2 ans, elle était passée à 7%. L'année dernière, une activité était déjà passée à 19,6%, celle du commerce des chevaux, sport et loisirs, là aussi sous la pression de l'Union européenne. À noter que le commerce des chevaux d'élevage et de consommation, lui, reste taxé à hauteur de 7%. L'année prochaine, ce seront toutes les activités du centre équestre qui passeront à 19,6%. Menacé d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement sur manquement et d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, le gouvernement veut se mettre en conformité rapidement. Un coup dur pour le département des Yvelines. Avec 21 000 licenciés et plus de 200 centres, il est le 2e département équestre de France derrière le Nord. À Rambouillet, Déborah ne craint pas la fermeture de son entreprise qu'elle estime viable. Pour autant, elle ne comprend pas cette hausse de la TVA. Dans l'équitation, contrairement aux autres sports, les subventions sont quasi inexistantes. Ce sont surtout des établissements professionnels. Du coup, il est parfois difficile pour les gérants de se faire une marge réelle. Les frais de fonctionnement sont très lourds, les structures coûtent cher, les chevaux demandent beaucoup d'entretien, ils mangent, ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux, pas 5 jours sur 7 et pas 35 heures comme une entreprise qui ferme ses portes ou un gymnase. Donc voilà, nous c'est 7 jours sur 7, s'ils sont malades c'est 24 heures sur 24, et tout ça, ça se paye, quoi, ça a un coût. D'après le groupement épique national, sur les 250 000 chevaux que comptent les centres d'équitation, 80 000 seraient envoyés à l'abattoir. Pour se faire entendre, les professionnels se mobilisent dans le département. Ils ont organisé une opération escargot ce jeudi et leur groupe Facebook, créé il y a quelques jours, compte déjà plus de 700 abonnés. Premier département équestre de France, les Yvelines seront fortement impactées. Le Conseil général se dit solidaire des manifestants qui seront d'ailleurs présents à Paris le 19 novembre en présence de convois devenus de toute la France. Et je vous renvoie à notre site internet pour écouter en replay l'intervention de Christine Boutin. Elle était l'invitée hier du journal. Elle est en charge pour le Conseil général de la mission cheval dans le département.
L'Agence locale de l'énergie et du climat à Saint-Quentin en Yvelines lance demain, samedi, l'opération Famille à énergie positive. C'est en fait un défi lancé aux particuliers afin de réduire leurs dépenses énergétiques. Pour en parler, Laurence Mondon, bonjour. Bienvenue sur ce plateau chargé de communication et de projets pédagogiques pour l'ALEC. Comment va se dérouler cette opération? Ça va durer plusieurs mois. Hein. Alors ça dure plusieurs mois, voilà. Donc le défi commence officiellement le 1er décembre jusqu'à fin avril. Donc sur 5 mois. Voilà. Ce sont des familles qui habitent dans des maisons uniquement ou en appartement? Aussi en appartement, propriétaires ou locataires. Et qui vont devoir réduire leur consommation d'énergie. D'énergie, oui. Alors, et l'objectif, comment l'objectif, c'est 8% d'économie d'énergie par rapport à l'année précédente. Donc sur la consommation des appareils électroménagers à la maison, des équipements électriques, de la consommation d'eau chaude et également le chauffage. Donc vous ne les laissez pas tout seuls non plus. Hein. Ils seront accompagnés. Il y a un capitaine d'équipe qui a été formé par des professionnels voilà, pour les aider et les conseiller. Tout à fait. Donc un capitaine d'équipe qui est formé et également les conseillers info-énergie de l'Agence locale de l'énergie seront là pour conseiller, pour répondre aux questions. Et puis ils seront aidés, les familles seront aussi aidées de petits équipements de mesure pour voir effectivement où sont les consommations. Ça veut dire que les familles vont devoir se priver pour gagner à tout prix le concours ou... Une des conditions, c'est de ne pas allumer le chauffage de tout l'hiver, pas se laver de tout sans l'hiver. négliger le confort. Voilà, l'objectif, c'est vraiment sans négliger le confort, également sans investissement, uniquement par des éco-gestes. Et c'est faisable, c'est atteignable ce seuil de 8% d'économie par rapport à l'année précédente? C'est tout à fait faisable. Ce défi existe en fait en France depuis 5 ans. Sur les 5 éditions précédentes, plus de 80% des équipes réussissent l'objectif. Donc on est vraiment sur un fort taux de réussite. Et alors ensuite, est-ce que ces familles font attention au quotidien? Parce que c'est bien de participer à un concours, c'est bien de le remporter, mais après est-ce que les bons gestes sont acquis? Oui, les bons gestes sont acquis. D'après les études qui sont menées, effectivement, les gestes qui sont faits lors du défi pendant 5 mois ont le temps d'être acquis et de perdurer dans le temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, on rajoute d'autres éco-gestes spontanément. Les familles rajoutent d'autres éco-gestes spontanément. Des difficultés supplémentaires. Oui, voilà. Les 8% sont atteignables. Si vous nous suivez, vous ne participez peut-être pas au concours, mais vous pouvez, en faisant attention au quotidien, faire attention à vos factures. Il y a un seuil maximal pour le nombre d'inscriptions, du nombre de familles? Non, c'est encore possible d'y participer? Tout à fait. C'est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois, donc il ne faut pas hésiter surtout à s'inscrire. Il y aura un lancement tout de même officiel, ça va se dérouler ce week-end à la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable à Manille-les-Hameaux, au cours de l'après-midi, vers 16h. Comment ça va se dérouler? C'est pour présenter les familles, les faire se rencontrer, et c'est ouvert à tout le monde aussi. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est de répondre aux questions des familles qui auraient encore des questions par rapport à ce défi, puisque l'information passe depuis quelques temps maintenant, mais voilà, il n'y a jamais trop d'informations qui passent sur le sujet. Et donc de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir aussi répondre aux questions des personnes hésitantes, parce que ça peut faire peur. Or, c'est un jeu. Le principe, c'est vraiment faire des économies en jouant dans un esprit convivial et d'échange. Il y aura des ateliers demain aussi. Voilà, tout à fait. Dès le plus jeune âge, on puisse apprendre les bons gestes. Voilà, tout à fait. Est-ce que justement, pour conclure avec les périodes un petit peu difficiles, on en parlait encore tout à l'heure, est-ce que les gens font attention à leur consommation et viennent vous demander des conseils aussi pour l'hiver? Oui, de plus en plus. On a des questions sur plus des travaux du bâtiment, comme l'isolation ou le changement de mode de chauffage ou de vitrage, etc. Mais il y a aussi des questions sur les éco-gestes. Alors souvent, on a l'impression qu'on fait déjà des choses, mais il y a encore d'autres choses à faire. Et puis, il y a plein d'éco-gestes qu'on ne connaît pas, donc c'est l'opportunité de les connaître. Famille à énergie positive, ce sera lancé, présenté demain à la Maison de l'Environnement à Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez vous inscrire auprès de l'ALEC, les renseignements qui se sont affichés sur votre écran. Vous pouvez prendre contact pour participer à cette opération avec ce défi, réduire de 8% votre consommation d'énergie par rapport à l'hiver dernier. Merci à vous. Merci. On va terminer cette édition avec les images du nouveau film de Jamel Debbouze, La Marche. Le trappiste sera présent à Saint-Quentin, à l'UGC, à Montigny pour présenter ce film. Ce sera ce week-end, La Marche des Beurs. Une marche des beurs entre Paris et Marseille, voici 30 ans et qui sert de support historique à ce film. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge-moi, qu'est-ce qu'il y a, Tonto? Attends, laisse-moi voir, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais qui c'est qui t'a fait ça, Maria? Le monde est ainsi. L'histoire est ainsi. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Pense justement. Parle justement.
Ne te tais pas. Ne doute pas. Avance. Avance. Sois la promesse d'un futur plus juste. Et que nos pas, hier hésitants, accompagnent aujourd'hui un destin. En marche. Avant-première donc de ce film La Marche, prévue dimanche avec l'équipe du film dès 16h30. Le journal revient lundi pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Très bon week-end sur notre antenne.